Numéro 3. Collins Lucky Madon. En 1999, Flora Mello, âgée de 21 ans, était une étudiante avec des aspirations. Elle étudiait à Technical Northern, Gauthique, Sud-Afrique. Elle résidait dans un immeuble avec d'autres étudiants, à Sachangouvi. C'était une personne heureuse et bonne amie avec son voisin de palier. Le 3 mars 1999, elle était chez elle avec son petit ami, Collins Lucky Madon. Collins était connu pour être une personne émotive et explosive. Cette nuit, des cris ont été entendus de son appartement par les voisins. Le voisin a déclaré que cela semblait être une agression contre Flora. Ensuite, on avait l'impression que Flora était en train d'être étranglée. Les voisins n'ont pas appelé la police car ils pensaient que le couple avait simplement une dispute habituelle, donc ils n'étaient pas trop inquiets. Collins a informé les voisins le lendemain que Flora était à Johannesburg, en visite chez un membre de la famille, dans l'espoir d'emprunter de l'argent à eux. Face aux interrogations du voisin sur les cris, Collins est resté silencieux. Les voisins ont décidé de vérifier la chambre de Flora et ils ont noté qu'elle était en désordre. Les couvertures étaient éparpillées et le linge s'entassait dans le coin. Ils ont trouvé cela étrange car Flora est normalement une personne très ordonnée. Ils ont ressenti un problème et Collins a indiqué que la viande était avariée. Il a dit que Flora avait laissé une plaque chauffante allumée, d'où la mauvaise odeur. Cependant, Collins a été dénoncé à la police. Il a été amené pour un interrogatoire, mais il a été relâché peu de temps après. Un an après, Collins Maidon purgeait une peine de 12 ans en prison pour tentative de meurtre dans un autre dossier. Dans une autre prison, Collins a dit à sa petite sœur Cynthia Meziza qu'il avait tué Flora. Il a également dit qu'il ne pouvait pas dormir parce que l'esprit de Flora le hantait. Il a dit que l'esprit de Flora apparaîtrait et aurait même des relations sexuelles avec lui. Il a ensuite dit à Cynthia qu'il avait étranglé Flora et gardé son corps dans leur chambre pendant 3 jours. Puis il a roulé son corps sur un tapis, acheté de l'essence, emmené son corps dans un champ et ensuite il a mis le corps en feu. Quand le feu s'est éteint, il a coupé le corps en deux, a lancé la moitié inférieure de son corps dans un drain proche. Il a enfoui la moitié supérieure de son corps. Cynthia a interrogé Collins sur son silence. Il a répondu qu'il n'y avait pas de preuve de son crime. Collins a dit à Cynthia que l'esprit de Flora l'avait poussé à lui avouer. Cynthia a raconté aux parents la confession de Collins, mais ils ne croyaient pas qu'il avait tué Flora. Collins était libéré de prison en 2019. Il a eu une bagarre avec la fille de Cynthia et il a menacé de tuer Cynthia à signaler l'incident à la police. Elle a également appelé son amie Nancy à l'aide. Nancy était une policière. Quand Cynthia a appelé Nancy, Nancy était en congé, mais elle a quand même rencontré Cynthia et Collins. Collins a dit qu'il avait quelque chose à leur dire. Il leur a ensuite demandé d'éteindre leur téléphone, mais Cynthia ne l'a pas fait. Elle a plutôt lancé une application d'enregistrement. Collins a ensuite avoué avoir assassiné Flora et leur a même montré où il avait jeté son corps. Il a dit qu'il voulait leur dire parce que l'esprit de Flora le hantait toujours. Il a aussi souligné la nécessité de parler à la mère de Flora. Le jour suivant, Collins a confessé à la mère de Flora, Cynthia ayant de nouveau enregistré la discussion. Cynthia a donné les enregistrements à la police. Collins a été arrêté. A été jugé en février 2021. D'après les documents judiciaires, la hantise de l'esprit de Flora a semble-t-il poussé Collins à avouer. Collins Lucky Madon, 52 ans, a été condamné à perpétuité en mars 2021 pour le meurtre de Flora Mello. Il n'est pas clair où il purge sa peine. Durant 2 décennies, la famille de Flora ignorait ce qui lui était arrivé.
Même en le sachant, sa famille ne peut pas rendre les hommages appropriés à Flora, car ses restes n'ont pas été retrouvés. Numéro 2. Mark Bridger. Mahentet est une petite ville marchande au pays de Galles. C'était la maison de la famille d'April Jones, 5 ans. April est née 7 semaines prématurées. Elle a rencontré des complications de santé dans ses premières semaines de vie. Elle a donc eu une paralysie cérébrale sur son côté gauche inférieur. Mais cela ne l'a pas limitée. April aimait beaucoup conduire son vélo rose partout. Le 1er octobre 2012, à environ 19h15, April jouait dehors avec ses amis. Les parents d'April l'ont dernière fois vue à vélo. Environ 20 minutes après, Coral, la mère d'April, est sortie pour la ramener. Mais elle n'a pas pu trouver April. Coral a appelé sans délai le 999 numéro d'urgence au Royaume-Uni. Les officiers sont arrivés en quelques minutes. Une fille a dit qu'elle avait vu April parler à un homme et qu'elle était montée dans sa camionnette grise. La fille a noté qu'April est montée du côté droit de la voiture. C'est inhabituel car dans la plupart des véhicules au Royaume-Uni, le côté du conducteur est à droite. Elle a également décrit l'homme en disant qu'il avait les cheveux bruns, une barbe et des yeux bleus ouverts. Il portait une veste verte ou un pull, un jean et des chaussures de course. D'énormes recherches ont été menées pour April. Le matin suivant, un hélicoptère policier sondait la région. Proche de l'endroit où April fut kidnappé, un homme se promenait tranquillement avec son... La police a trouvé bizarre que le reste de la ville cherchait April, le chien. Ils ont trouvé bizarre que l'homme n'ait même pas regardé l'hélicoptère. Alors, les policiers au sol se sont approchés de lui et ont découvert qu'il s'agissait de Mark Bridger, âgé de 46 ans. Bridger était déjà surveillé par la police, parce que plusieurs personnes avaient signalé avoir vu son véhicule, un Land Rover Discovery gris avec un volant du côté gauche, dans la zone où April a été kidnappée. Il correspondait aussi à la description du ravisseur. Une chose que la police a notée, c'est qu'il avait généralement une barbe, mais il était évident qu'il venait de se raser récemment. Bridger a 6 enfants avec 4 femmes. Il a un casier judiciaire depuis ses 19 ans. Il a été condamné pour possession d'armes, vol et tentative de vol de voiture, entre autres. Il avait plusieurs accusations liées à sa consommation d'alcool. Il avait un tempérament explosif en buvant, agressant plusieurs de ses partenaires amoureuses. Il a été une fois impliqué dans un violent incident de rage au volant. Toutefois, il n'avait aucune accusation pour des délits sexuels ou liés aux enfants. Bridger a collaboré avec la brigade des pompiers. Il avait aussi œuvré dans un abattoir et l'industrie forestière. Bridger regardait de près l'endroit où l'hélicoptère l'avait repéré. L'hélicoptère a survolé sa maison et le pilote a vu de la fumée sortir de la cheminée. Quand l'officier de police a approché Bridger sur la route, Bridger a dit « Je sais de quoi il s'agit ». L'officier a demandé où se trouvait April. Bridger a répondu « C'était un accident, je l'ai écrasée avec une voiture, je ne sais pas où elle est ». Bridger a été arrêté et mis à l'arrière du véhicule de police. Sur la route du commissariat, Bridger parlait sans arrêt. Il a affirmé avoir bu et conduit April avec son Land Rover. Il a paniqué et a placé le corps dans son véhicule, mais ne se rappelle pas ce qu'il en a fait. Il a déclaré avoir été si ivre qu'il n'a pris conscience d'avoir tué April que le lendemain matin, en voyant les actualités. La police a fouillé la maison de Bridger après son arrestation. Un feu brûlait dans la cheminée. Les officiers ont remarqué que le feu surchauffait la maison. Les officiers ont aussi senti une forte odeur de produits de nettoyage. Ils ont découvert des couteaux stérilisés chez Bridger. Un couteau à désosser à lame brûlée était présent. Dans la cheminée, la police a trouvé 16 fragments d'os.
Un autre fragment d'os a été trouvé dans le drain de la baignoire. Toutefois, les tests acide désoxyribonucléique sur les fragments n'ont pas été possibles. Du sang a été découvert dans la maison et soumis à des tests acide désoxyribonucléique. Il s'est avéré que c'était le sang d'April. L'examen de l'ordinateur de Bridger par la police a révélé qu'il avait consulté de la pornographie infantile quelques heures avant le meurtre. La police pense que Bridger a été incité à kidnapper un enfant après avoir regardé cela. Il semble qu'il ait abordé 3 autres filles cette nuit avant de persuader April de monter dans sa voiture. Ainsi, la police pense qu'April n'était pas visée, mais qu'elle a simplement pris la voiture de Bridger. Pendant 7 mois, les recherches pour retrouver les restes d'April ont continué. Ils se sont terminés au mois d'avril sans rien trouver. La police a théorisé sur le sort d'April. Ils pensent qu'elle a été agressée sexuellement à la maison de Bridger. Ils croient probablement que Bridger l'a étouffée à mort. Puis, exploitant son expérience d'abattoir, il a démembré le corps. Bien que des fragments d'os aient été trouvés dans la cheminée, la police ne pense pas que Bridger ait brûlé son corps pour s'en débarrasser. Il suppose qu'il a utilisé ses compétences en industrie forestière pour dissimuler le corps. Mark Bridger a été jugé en avril 2013. Le procès a duré près de 5 semaines. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Bridger a été reconnu coupable. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une ordonnance de vie entière, ce qui équivaut à la vie sans libération conditionnelle. En 2015, il a été révélé que Bridger croit être hanté par un fantôme qu'il pense être April Jones. Il a confié à un autre prisonnier que l'esprit d'une fillette de 5 ans lui apparaît la nuit. Un esprit plus ancien amène son fantôme dans sa cellule. L'autre détenu a dit que Bridger était visiblement bouleversé par les visites fantomatiques. La mère d'April, Carl, a dit qu'elle espère que le fantôme d'April tourmente Bridger pour le reste de sa vie et lui fait vivre un enfer. On n'a jamais retrouvé les restes d'April Jones. Mark Bridger affirme que sa mort fut accidentelle sans aucune agression sexuelle. Sauf événement drastique, Bridger mourra en prison. La famille d'April espère qu'il révélera l'emplacement de ses restes. Le fantôme d'April pourrait le convaincre à révéler l'emplacement de ses restes. En 1979, Linda Ann Josephic était une étudiante au De Anza College à Cupertino, en Californie. Elle s'intéressait à l'athlétisme. Elle a également travaillé comme vendeuse au magasin Mervyn's à Santa Clara, en Californie. Le 7 novembre 1979, Josephic a dit à son collègue qu'elle allait à sa voiture sur le parking pour obtenir de la monnaie. Elle souhaitait appeler un ami depuis un téléphone public pour une sortie cinéma. Elle n'est pas revenue de sa pause. Des centaines de personnes l'ont cherchée. La voiture endommagée de Josephic a été retrouvée après quelques jours. Malgré l'absence de corps, les enquêteurs supposaient l'assassinat de Josephic. Mais ils ont épuisé toutes leurs pistes, et ils ne savaient pas qui l'avait fait ou ce qui s'était passé. Alors l'affaire est devenue froide. Cela a duré 16 ans. En 1995, un homme recherchait des champignons dans les montagnes de Santa Cruz. Il est tombé sur des côtes humaines et une mâchoire. Ils étaient la Linda Ann Josephic. 9 ans plus tard, en 2004, son crâne et sa mâchoire supérieure ont été trouvés non loin des autres restes. Mais la famille de Josephic devrait attendre 3 ans de plus pour découvrir ce qui lui est arrivé. En 2007, 28 ans après la disparition de Linda Ann Josephic, Cherry Childs, âgée de 52 ans, purgeait une peine de prison pour meurtre à la prison d'État de la vallée de Salinas. À l'improviste, Childs a avoué avoir tué Linda Ann Josephic.
Il a affirmé être hanté par l'esprit de Josephique en prison. Il a dit qu'elle se contentait de le regarder fixement. Il a dit au détective que sa mort rongeait son cerveau et qu'il devait avouer pour se libérer de ses démons. Childs a expliqué que la nuit où il a tué Josephique, il a eu une dispute avec sa mère et était en colère, alors il a quitté la maison. Il a croisé Josephique sur le parking de son travail vers 7 heures du soir. Il l'a poussé dans une voiture, l'a battu et l'a emmené dans les montagnes où il l'a étranglé et poignardé. Il est revenu quelques jours plus tard, couvrant son corps de feuilles. Enfin, après presque 3 décennies, la famille Josephique savait qui était responsable de son meurtre. Childs a dit qu'après sa confession, les esprits de Josephique ont cessé de le hanter. Childs, déjà en prison pour les meurtres de Rulon McGill, 32 ans, et de Janine Singalao, 17 ans, aussi connue comme Lois Singalao, a avoué avoir tué Lynn Ann Josephique. Rulon McGill était professeur à Winnemucca, Nevada, en 1979. Elle avait une fille de 3 ans et était mariée. Le 10 juillet, elle est allée à Reno pour un rendez-vous dentaire et faire des achats. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Son corps a été découvert dans un fossé de drainage 2 jours après. Elle était nue et victime d'agressions sexuelles. Elle avait été poignardée à mort. Son meurtre est resté non résolu jusqu'à ce que Terry Childs avoue l'avoir tué en 1997. Il a dit qu'il était tombé sur McGill et qu'il semblait qu'elle avait de l'argent, alors il l'a suivie jusqu'à sa voiture. Il l'a renversée et menacée avec un couteau. Il lui a demandé de monter dans la voiture et de conduire, lui étant passager. Childs a affirmé avoir consommé de la méthamphétamine et du phencyclidine à ce moment. Il l'a violée et l'a poignardée à mort. Il a dit qu'il avait tué McGill pour qu'elle ne puisse pas l'identifier. Childs a plaidé coupable du meurtre de McGill en juin 1998. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Lorsque Childs a avoué le meurtre de McGill, il purgeait déjà une peine de 41 ans pour le meurtre de Janine Singalao. Le 5 août 1987, Childs a conduit Janine Singalao sur une colline à Scotts Valley, Californie. Childs a déclaré être resté éveillé et drogué pendant des jours. Il a tiré sur Singalao 15 fois dans le bras, l'estomac, le dos, la cuisse et la tête. Childs a dit qu'ils avaient tué Singalao parce qu'elle savait qu'il avait volé de la cocaïne un mois plus tôt et avait peur qu'elle soit une indicatrice de la police. Singalao avait vécu sporadiquement avec des individus, dont Childs. La petite amie de Childs, Melanie Lee Hereford, était là quand Childs a assassiné Singalao. Childs a menacé de tuer Hereford et sa nièce si elle allait à la police, alors elle ne l'a pas fait. La police a fini par arrêter Childs et Hereford pour une accusation sans rapport pour possession d'un dispositif explosif, alors qu'ils enquêtaient sur son meurtre. Ils ont ensuite été accusés du meurtre de Singalao. Hereford a accepté l'accord de plaidoyer et elle a été accusée d'être complice de meurtre en échange de son témoignage contre Childs au tribunal. Le procès a débuté en janvier 1987. Hereford a dit qu'elle était toujours hantée par les cris de Singalao. Un mois après, Childs a été condamné à 40 et 1 an de prison pour meurtre au premier degré. Bien sûr, à l'époque, les autorités n'avaient aucune idée qu'elles enfermaient un tueur en série. Il pourrait avoir tué plus que les 3 personnes mentionnées. En 1997, Childs a dit à la police qu'il pouvait élucider 6 meurtres en Californie, 2 au Tennessee et 2 à Seattle, Washington. Childs voulait un accord de plaidoyer. S'il avouait plus de meurtres, il voulait éviter la peine de mort et il voulait être transféré hors de Californie. Les procureurs ont refusé l'accord. Néanmoins, en 2017, Childs a plaidé coupable de 2 meurtres qu'il a dit pouvoir éclaircir.
Le 11 octobre 1984, le corps de Joanne Mack, âgé de 28 ans, a été retrouvé sur la plage Beer Can à Aptos, une ville non incorporée du comté de Santa Cruz, en Californie. Elle a été attachée, muselée et tuée à coups de couteau. Le 3 février 1985, Christopher Hall a été abattu dans le parc San Lorenzo en Californie du Sud. Childs a été condamné à 2 peines à perpétuité consécutives, sans libération conditionnelle pour les 2 meurtres. La police a affirmé que Childs aurait tué au moins 25 personnes. Terry Childs, 66 ans, est en détention à la prison d'État de Californie. Il risque de mourir avant de partir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, consultez aussi notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Elle est disponible sur youtube.com Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues nommé Criminally Listed Presents Into the Killing. Il est disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et tous les sites de podcasts populaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé.